Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Rebonjour. Rebonjour Da Fresh, rebonjour tout le monde. La rentrée scolaire a bien débuté. Oui. Y a-t-il de nouvelles réformes pour l'éducation nationale cette année? De nouvelles réformes, certainement pas, mais il y a quand même... L'éducation nationale, c'est maintenant genre comme la règle. Hein? On commence telle date, on finit telle date, on commence telle date, on finit telle date. Et oui, ça c'est le résultat du fait que... Oui. Ça, surtout depuis l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a eu quand même moins de mouvements. Il n'y a même pas eu de grève en tout cas. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, il y a eu une grève qui avait été suspendue par la coalition réunissant la connectivité des Sénat. Et que depuis l'année dernière, il y a eu un travail qui a été fait entre le ministère, parce que la tutelle, souvent, les gens ont une mauvaise interprétation lorsqu'on parle de tutelle. Le ministère et les syndicats, donc... Et dans ce sens, ils ont travaillé à faire en sorte qu'il y ait une meilleure collaboration, un meilleur partenariat pour favoriser, on va dire, la mise en place d'un certain nombre de politiques qui permettraient à ce que les années se passent de plus en plus bien. C'est vrai que tout n'est pas encore rose. Voilà. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut quand même mettre à l'actif du gouvernement aujourd'hui. Par exemple, il y a eu le toilettage en termes on va aller dans le sens de la mise en place d'un certain nombre de programmes pour favoriser la lutte contre les effectifs pléthoriques. Quand vous regardez un tout petit peu, il y a beaucoup d'établissements qui ont été construits à travers Libreville, le Grand Libreville surtout, et dans quelques localités à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une réduction du fait que, des effectifs pléthoriques, et ça permet aux enseignants de travailler normalement. Ensuite, vous avez la question des situations administratives qui va encore connaître quand même beaucoup d'améliorations avec la décision des autorités de la transition de mettre sous bon de caisse, du moins de verser les premiers salaires aux enseignants qui jusque-là étaient en situation de pré-salaire, une situation qui était quand même illégale parce que l'administration ne connaît pas la question. Les pré-salaires ne sont pas dans la loi. Mais pourquoi il y avait ça? Mais parce qu'il fallait quand même donner une certaine allocation aux enseignants qui étaient déjà engagés. Donc, sur du coup, on viole la loi au lieu de légiférer dans le domaine. C'est comme la question de la prépension, ce qui n'existe nulle part dans la loi, mais c'était une façon pour l'État d'entretenir ces personnes-là. Donc, il arrive que l'État viole la loi. Ça peut arriver qu'il y ait des situations où l'État ne respecte pas la loi. La preuve, vous avez aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple les situations administratives des agents publics, pas seulement de l'éducation, certaines personnes qui ont plus de 10 ans en stage. Ce n'est pas normal. Et que disent les tests après la formation, quand tu sors de l'ENS? Quand tu sors de l'école normale supérieure, normalement, le stage doit durer 2 ans maximum. Sinon, c'est 1 an. Mais moi, je connais un gars. Et durant les stages, là, tu touches quoi, le salaire ou le salaire? Je connais un gars, ça fait 10 ans qu'il est quelque part dans un département financier, là, mais je ne vais pas citer. Le nom. Il ne sait même pas ce qu'il est, mais pourtant, il a un grade. Ouais. Mais oui, c'est dommage, parce qu'il n'y avait pas le suivi. Les seuls qui bénéficiaient d'un suivi, en termes de gestion des ressources humaines, ce sont les forces de sécurité et de défense. Eux, ils avaient leurs avancements, leur montée en grade chaque 2 ans au moins. Alors que vous avez toute une cohorte d'agents civils de l'État qui ne bénéficiaient pas du même traitement, du moins qui jusqu'aujourd'hui sont en attente de la reconsidération de leur situation administrative. Il y a des gens, comme tu le disais, qui ont 10 ans, ils ne savent pas s'ils sont déjà pleinement agents publics, donc fonctionnaires, ou ils sont stagiaires, et auquel cas, si la loi dit que le stage c'est 2 ans, de facto, normalement, vous êtes agent confirmé comme fonctionnaire. Tu as énuméré les avancements dans l'éducation nationale, la carte scolaire. Tu nous avais fait toute une rubrique ici sur la carte scolaire. Oui. Identifier de plus en plus... Est-ce que tu sens qu'il y a une avancée dans ce domaine? En matière d'orientation des élèves, oui. Parce que de plus en plus, on tient compte lorsqu'il y a, par exemple, l'organisation de l'examen du concours, ou encore lorsqu'on oriente les élèves qui vont en classe de 6e, on tient compte de la proximité de
de là où se trouve le logement ou du lieu de résidence de l'apprenant par rapport à l'établissement le plus proche. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine déperdition parce que la carte scolaire, de ce qui revient comme information, on n'est pas sûr qu'elle soit réellement maîtrisée par le ministère, étant donné qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'établissements qui, normalement, ne sont plus fonctionnels ou qui ont des situations où il n'y a pas suffisamment d'élèves, mais où on affecte 2-3 enseignants. Et ça traduit le fait qu'on n'a pas une meilleure maîtrise du terrain, donc on n'a pas une meilleure connaissance de la réalité en ce qui concerne la disposition des établissements à travers le pays. Donc, à ce moment-là, la carte scolaire cause toujours problème parce qu'il y a aussi une insuffisance où il y a une déperdition en termes de moyens humains. Parce que lorsque vous envoyez quelqu'un dans des établissements qui devraient être assez complets et vous n'avez que... on va dire, par exemple, la première année, la deuxième année qui sont fournis, mais vous leur envoyez 3 ou 4 enseignants, quel est l'objectif poursuivi? Du moins, quelle est la rentabilité poursuivie? Parce qu'on ne construit pas un établissement simplement parce qu'il faut faire plaisir à un électorat, à un endroit. Un établissement doit être aussi rentable qu'une entreprise, je ne sais pas, dans l'agriculture et consorts, parce que ce sont des moyens qu'on engage, aussi bien humains que financiers. Donc, à ce moment-là, il faut avoir une lecture qui permette à ce qu'il y ait un certain nombre de régions où il y a il y a une densité de population qui n'est pas assez importante, où on ne rencontre pas suffisamment d'apprenants. Il ne faudrait pas qu'on cumule, par exemple, 4-6 établissements à cet endroit-là, parce qu'il y a 6 villages, parce que chaque village voudrait se gargariser en disant « j'ai mon école », alors qu'ils n'ont pas d'élèves. Quand on connaît le phénomène de l'exode rural aujourd'hui dans notre pays, eh bien, à un moment donné, il faut savoir dire « bon, à cet endroit, il y a un établissement, il y a un grand village où on rencontre quand même, par exemple, 3 cycles, en termes de cycles, en ce qui concerne le primaire, si 3 classes sont pourvues en élèves, même s'il s'agit de 2, 3, 4 ou 5 élèves, eh bien, les autres qui sont dans les autres villages, qui sont 2, 3, on les réunit à un seul endroit, au lieu qu'on ait à aller dans la dépense en affectant des enseignants, mais en engageant également des moyens, et mieux, on les réunit à un endroit et on trouve le moyen de pouvoir assurer le transport de ces derniers pour venir au seul centre qu'on aura choisi. Or, malheureusement, vous avez des zones entières aujourd'hui où il n'y a pas suffisamment d'élèves, mais vous rencontrez quand même chaque établissement avec des enseignants pour enseigner 2 élèves en première année de primaire ou en deuxième année de primaire. Mais cela fait qu'au bout de 3 mois, l'enseignant peut se donner le loisir. Est-ce que le ministère peut avoir un mot sur la mobilité scolaire dans le Grand Libreville? C'est-à-dire essayer de maîtriser le flux d'élèves dans leur façon de se départir dans la capitale. Il y a des gars qui apprennent à Ongou. Il habite à Mélène. Oui, ça, le ministère... Il y a des gens qui habitent à Mélène. Le ministère essaie... Ils apprennent au Coméline. Oui, non, le ministère essaye de le faire. Ça, il faut quand même le reconnaître que le ministère essaye de faire l'essentiel pour permettre à ce que l'ensemble des élèves du Grand Libreville, qui est quand même la plus grande agglomération du Gabon, où on a à peu près 80% de la population de notre pays qui s'y retrouve, eh bien, essaye de faire en sorte que chacun aille dans un établissement qui est proche de chez lui. Vous avez bon, c'est vrai que quand on regarde un tout petit peu, on peut avoir des déficits en termes d'emplacement d'établissements publics dans un certain nombre de zones. Par exemple, si vous prenez le 2e arrondissement de la commune de Libreville, il n'y a pas d'établissement public en ce qui concerne le secondaire. Mais il y a quand même des établissements publics en ce qui concerne le primaire. Dans le 2e arrondissement? Il n'y a pas un lycée ou un CS public. Ah bon? Ouais, non, il n'y a pas. Comment ça? Il n'y a pas. Ma Bignate n'est pas au 2e arrondissement. Ma Bignate est au 3e, si je ne me trompe pas. Poste d'Akébé. Oui, c'est pas au 2e. La Péri, c'est pas au 2e arrondissement. Non, c'est le 3e arrondissement. Bon, peut-être on va dire le collège dessus. Hein. Le 2e arrondissement. C'est dans le... Bessieux, c'est pas public. C'est dans le 2e arrondissement. On a parlé de public. Mais c'est pas public. Le 2e, le Bessieux, c'est dans le 2e arrondissement. Si vous prenez Mandela est à la lisière du 2e arrondissement. Martin Labou est dans le 2e. Mais en termes de secondaire, il n'y en a pas. Donc, à ce moment-là, il faut créer des établissements de proximité qui font que les élèves qui sont à Cocotier, qui sont à Tourambec, qui sont à Kembo, n'aillent pas
jusqu'à, je sais pas, à Dieu d'Abani ou traverse la voie express pour aller de l'autre côté au 6e arrondissement en Zanayon, et qu'on sache encadrer pour éviter aussi les longues distances. Parce que le système, par exemple, des embouteillages qu'on rencontre, on peut trouver une cause là-dedans. La cause en ce qui concerne la question de la mobilité des apprenants. Donc à ce moment-là, le ministère essaye à son niveau de pouvoir en établissement un certain nombre de lieux ou de zones qui jusque-là, vous voyez aujourd'hui, les élèves qui sont à Libandeng n'ont plus normalement que lorsqu'on est au premier cycle, donc de la 6e en 3e, on n'a plus besoin de sortir d'Alibandeng. Vous avez le CS d'Alibandeng qui est juste au niveau de la cité des Marins, qu'on appelle communément Kiliba. Oui. Ensuite, vous avez Ondoro aujourd'hui qui est... J'ai vu ça, c'est super. Voilà, Ondoro également qui est pourvu aujourd'hui en établissement. Il y a un complexe scolaire qui y est. Donc, les élèves qui sont dans cette zone n'ont plus besoin de sortir pour aller vers, je ne sais pas, le lycée d'Enzayon ou dans les autres zones du quartier, mais ils peuvent simplement apprendre mais ça, c'est bien, dans leur zone. Maman, on m'a tapé, tu débarques à l'école, mon gars, avec le panier, la C'est cuillère. pas ça l'objectif. Ensuite, vous avez des zones comme Bikelenzon. Vous avez... Mais c'était comme ça dans les villages des femmes à l'époque. Hein. Oui, les parents débarquaient à l'école. Les parents débarquaient. Maman, on m'a tapé. Encore que moi, on traversait juste la route, on était à l'école, pour ce qui me concerne. C'est la casse. Non, il ne doit pas avoir la casse. Mais puis tu sais qu'on affectait toujours les gars du sud. Effectivement. Casse cowboy entre le maître et la parente. C'était chaud à l'époque. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'établissements qui sont construits à proximité ou à Kanda. Il y a aujourd'hui beaucoup d'établissements qui ont été mis en place pour favoriser cette mobilité-là. Sauf qu'il y a un problème dans notre pays, c'est que les parents d'élèves, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, c'est que les parents d'élèves ont souvent tendance à mettre en avant le fait qu'il y ait un problème d'enseignement dans le public. Ce n'est pas un problème d'enseignement. Le public connaît surtout des mouvements à cause des questions d'intendance. J'ai envie de dire des questions domestiques liées à la gestion du personnel. Parce que lorsqu'il y a des grèves, vous allez toujours entendre les mêmes revendications. Les situations administratives, la question des salaires, le traitement de façon générale ou, dans une certaine mesure, la capacité à pouvoir fournir ou à doter les établissements de matériel didactique et pédagogique. C'est ce qui est en train d'être fait. D'ailleurs, le ministre est en train de faire actuellement un tour à travers le pays pour pouvoir doter les établissements en matériel didactique, notamment les manuels scolaires. C'est une bonne chose. Il faut que cette mesure-là, que les autorités de la transition ont eu à mettre en place, s'étende aussi bien du pré-primaire au primaire, mais également au secondaire. Parce qu'au secondaire, aujourd'hui, il y a un manque criard en ce qui concerne les infrastructures liées aux médiathèques ou à la bibliothèque ou encore aux salles d'informatique. Et il faut bien qu'on trouve les ressorts qui permettent à ce que les enseignants qui enseignent dans les lycées et collèges puissent ne plus trop dépenser en termes de photocopie, parce que on passe le clair de notre temps aujourd'hui à demander 50 francs, 100 francs aux élèves pour pouvoir aller photocopier des documents. Or, s'il y a des manuels, il suffit juste de dire aux élèves, bon, voilà, dans telle page, vous ouvrez, on regarde tous ensemble, on interprète, on analyse le document et puis on avance. Mais malheureusement, ce n'est pas possible aujourd'hui parce qu'il y a un manque criard d'ouvrages ou de manuels dans les lycées et collèges au niveau aussi bien au public qu'au privé. Ce n'est pas une question propre seulement au public, mais il faut que le public s'engage à pouvoir résorber ou résoudre ce problème. Donc, c'est une situation qui fait qu'aujourd'hui, en termes de mobilité, en termes de gestion de la carte scolaire, il y a quand même encore des manquements, surtout à l'intérieur du pays. Il y a la question de la disponibilité des enseignants aussi. Vous savez, moi, je ne sais pas, le partenariat entre l'État et le privé laïque et le privé confessionnel doit quand même à un moment être revu. Moi, je suis de ceux qui ont salué le fait que les autorités de la transition décident de rendre gratuits les frais d'inscription, mais il faut aller plus loin. Parce que vous avez aujourd'hui, en termes d'offres éducationnelles, le secteur public est le parent pauvre en termes d'investissement de la part de l'État. Parce que vous avez les privés conventionnels et les privés laïques qui engrangent qui bénéficient plus des largesses de l'État. Ils reçoivent les enseignants formés par l'État, ils reçoivent des subventions et ils ont encore des élèves qui sont orientés chez eux moyennant un budget qui est alloué pour pouvoir assurer la scolarité de ces derniers. Or, au public,
à part, dernièrement, à part les frais d'inscription de 10 000 qu'on payait au public, il n'y avait pas un autre argent que les établissements recevaient. Il n'y avait pas un budget de fonctionnement. Le budget arrivait, on est déjà en vacances, donc on a déjà consommé l'année. Ah bon. Parfois, c'est une première tranche qui est insignifiante, qui ne peut même pas permettre au chef d'établissement par exemple, de mettre des couches Donc, de peinture. tu veux que le chef d'établissement prenne l'argent de la société pour faire la peinture? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais tu veux dire quoi? Il y a toujours une clé. Tu ne dis rien. C'est là où c'est important. C'est là où c'est important qu'on pense aussi à doter aujourd'hui des établissements des frais, des subventions, des subventions annuelles qui leur permettent d'avoir aussi bien en termes de faire des programmations en termes de dépenses domestiques, mais également en termes de dépenses d'investissement. Vous avez des établissements où les salles de classe sont en piteux état. On ne doit pas toujours attendre qu'il y ait un grand programme, qu'il y ait une levée de fonds ou qu'il y ait un appel. Les toilettes, c'est un problème dans les établissements. Un grand problème. Mais tu vas d'abord aux toilettes. On doit faire les assises des toilettes des établissements. C'est le problème majeur même des établissements. Avoir de l'eau. Avoir de l'eau, c'est un luxe dans les établissements publics au niveau du Gabon. L'eau, c'est un peu partout. Donc, à ce moment-là, mais si tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas avoir accès aux toilettes qui sont souvent qui construisent de façon moderne. Donc, il faut qu'on travaille à permettre à ce que les établissements aient un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Et dès qu'on a ce budget d'investissement, ça doit permettre à ce que les chefs d'établissement, en relation avec l'association des parents d'élèves, ou encore ce qu'on avait créé à un moment donné, ce qu'on appelle les conseils d'administration, où on retrouve aussi bien le corps enseignant, le corps administratif, les parents d'élèves et les représentants des élèves, qu'ensemble, ils décident de la gouvernance ou en termes de gouvernance, des orientations en termes de priorité par rapport à X ou Y investissement à faire. S'il faut achever, par exemple, dans beaucoup de lycées aujourd'hui, si vous allez, il y a des espèces de bâtiments inachevés qui avaient été engagés, dont la construction avait été engagée à la suite de la task force sur l'éducation organisée à l'époque où Brice Akish Lianga était directeur de cabinet d'Ali Bongo Ndima. Et par la suite, c'est resté là, inachevé dans beaucoup d'établissements. Mais il faut des ressources pour qu'on puisse arriver au terme de la construction de ces bâtiments-là. Et le campus à l'UOB aussi. L'UOB, c'est encore un autre problème. Parce que l'UOB, c'est aujourd'hui un désordre. Faute n'est pas d'avoir quand même investi au niveau de l'UOB. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été sorti pour pouvoir mettre l'université Omar Bongo aux normes. Sauf que, comme on connaît la maladie des Gabonais, aussi bien les différents ministres qui sont passés, mais également un certain nombre d'acteurs ont eu à faire des choix qui n'étaient pas de nature à pouvoir permettre à ce que ces investissements soient pérennes. Allez-y, on a déblayé tout un stade de football à l'université pour planter des tentes. Ces tentes-là sont aujourd'hui où? Ce n'est plus utilisable. Donc, à ce moment-là... Ça a été brûlé par les étudiants, il faut dire la vérité. Oui, mais... ça a été brûlé, d'autres sont tombés. Comment des étudiants peuvent aller brûler? C'est pas à eux de décider de brûler. Dites que vous ne voulez pas, mais ne partez pas brûler. Bien sûr. C'est un acte de terrorisme. Bien, c'est de la mauvaise... Moi, je dirais que c'est de la mauvaise foi. Et je pense que les indélicats auraient dû être traduits devant la justice. Maintenant, après, il y a que ce choix-là n'était pas idéal pour notre pays. Parce que ce type de construction n'est pas adapté à notre environnement, et on connaît comment ça fonctionne. Dit que ce n'est pas adapté. C'est parce qu'il y a l'N7 là-bas et puis ça vit. Mais il y a on n'utilise pas ça. Attention, l'N7, Toi, tu es spécialiste de l'adaptation des bâtiments dans ce pays. S'il vous plaît. À l'N7, ils n'ont construit que l'amphi. Alors, est-ce que c'est pas ça? Attention, cet amphi-là survit parce qu'il y a aussi une ouverture au public où on peut organiser un certain nombre d'événements qui rapportent un peu d'argent pour l'entretien. Or, à l'université Omar Bongo, ne dis pas que c'est pas adapté à l'environnement. À l'université Omar Bongo, ils n'ont pas mis les moyens pour entretenir les non, à l'université Omar Bongo, c'était dédié spécifiquement aux enseignements. Et donc, du coup, on brûle. On ne pouvait pas ouvrir ça. Non, brûler, c'est maintenant un acte incivique. Donc après, il faut aujourd'hui qu'on soit dans une situation où on fasse l'audit depuis 2010 à aujourd'hui de tout ce qui a été investi comme argent pour rendre l'université Omar Bongo moderne. Oui. Aussi bien l'université Omar Bongo, c'est l'USTM également dont on parle. Parce que ces deux établissements connaissent des difficultés qui ne disent pas leur nom. On a été obligé de transférer les effectifs apprenants, administratifs et corps enseignants de l'USTM au centre multisectoriel de Mvengue. Ce qui n'est pas normal.
il est nécessaire aujourd'hui que les autorités de la transition, au-delà d'examiner la dette intérieure et extérieure, il faut qu'on aille au fond pour dégager les responsabilités de ceux qui ont géré le budget affecté à la reconstruction ou à la réfection des universités au Gabon. Parce que la situation est que quand vous allez à l'UOB, on a presque les larmes. Moi, quand je suis entré à l'UOB, il n'y avait pas tout, mais il y avait un minimum. Aujourd'hui... C'est pas toi qui es venu dire que ça ressemble à un terrain de combat de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Donc, pour conclure, On s'entend dit merci. l'année scolaire a bien démarré. De plus en plus, les apprenants prennent connaissance avec leurs enseignants, mais également les différentes classes. Il y a que la mesure salutaire d'attribuer 1000 postes budgétaires aux enseignants va quand même stimuler un peu plus le secteur, mais surtout, on attend qu'il y ait le règlement en ce qui concerne la dette intérieure dont va faire partir la question des reclassements et tout ce qui tourne autour des évolutions administratives des agents de l'État. Et aussi, il faut qu'on soit dans une situation où il faut refonder profondément l'éducation. Il faut donner des objectifs à l'éducation au Gabon parce que l'école gabonaise manque d'une philosophie. Il faut que les autorités de la transition ou ceux qui viendront après la transition, parce qu'elle n'a pas seulement vocation, elle n'a peut-être pas vocation à tout réformer, mais il faut que ceux qui viendront après les autorités de la transition trouvent le moyen de donner un objectif clair aux missions que doit assumer l'éducation dans notre pays. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit bye bye, on passe un bon week-end et on se retrouve lundi matin lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, on termine l'émission. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.